S'il te plaît, parce que Non, non, merci. Parce qu'en gros, c'est déjà fait. Bon. Alors, Lucia, très brièvement, je te présente d'abord Anne Valerio qui nous rejoint ce soir. Salut. C'est une journaliste de métier. On se connaît depuis quelques mois. On serait trop vieux pour se connaître depuis plusieurs années. Et qui rejoint l'équipe ce soir et qui va nous aider, vu que c'est une professionnelle de l'exercice, donc tant mieux. Et à tous les gens qui nous regardent, on reçoit Lucia Soudan ce soir. Merci de nous avoir rejoints, Lucia. Merci à vous de nous donner cet espace de parole, c'est très important. Ouais. Et non, et on est très honorés et fiers de te recevoir, comme les autres candidates et candidats, comme nos héroïnes et nos héros modernes qui partent s'exposer pour faire perdre le RN. Ça va, Anne-Valérie ? Ouais, ça va, mais putain, j'ai un gros coup de flip parce qu'en fait, Lucia, ce qu'elle sait pas, c'est moi, je suis arrivée il y a 30 secondes, quoi. Mais moi aussi, c'est bien, ça tombe bien. Voilà, mais moi, je suis pas candidate, tu vois. Ah bah, tu aurais pu Donc, finalement, là. Tu m'entends ou On t'entend très très bien, Anne-Valérie, il n'y a aucun problème. Toi, tu nous entends du décalage, non ? Elle doute, apparemment. Ça hache un peu. Ah oui. Alors, Lucia, on va commencer ta venue avec une question qui devient rituelle, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte politique qui est très complexe. Il y a un acharnement médiatique sur tous les candidats du nouveau Front populaire. Et ce qui nous intéresse, nous, dans l'émission, Prune Bourbon, c'est d'abord de vous fournir des contenus que vous puissiez relayer, mais surtout de comprendre un peu l'humain qu'il y a derrière la candidate, l'humaine, pardon, qui est derrière la candidate. Et donc, la première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu es assez taré pour y aller ? Qu'est-ce qui, toi, en tant qu'humaine, t'anime pour y aller et avec tout ce que ça comporte comme impact sur ta vie personnelle, du coup ? Et, en fait, c'est plutôt simple comme réponse. Pourquoi on ne partirait pas quand on voit l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui ? Il faut qu'il y ait des gens qui y aillent. Et dans notre circonscription, c'est vrai que c'est une circonscription super difficile. Rassemblement national, les LR sont vraiment partout dans les mairies, dans les institutions. C'est pas évident de se retrouver propulsée candidate et il faut avoir énormément de temps parce que c'est des campagnes qui sont énergivores. Il faut être sur le terrain partout. Le fait d'avoir juste le logo Front Populaire ne suffit pas pour avoir des voix. Donc, il faut être sur les marchés, il faut être aux sorties d'école, il faut être en porte-à-porte tous les jours. Voilà, là, c'est une journée de fou pour moi. Et j'ai mis l'intégralité de mes jobs, donc j'en ai 3. J'ai mis tous mes jobs de côté, comme j'avais déjà fait en 2022, pour me permettre de faire cette campagne qui, en plus, là, est claire. Et j'ai 2 loulous, j'ai 2 enfants et ils sont gardés par le papa H24 pour me permettre d'être disponible et d'essayer de faire le plus de voix et de faire ce fameux barrage au RN sur la circonscription. Voilà. Donc, Lucia, toi, tu te présentes dans la circo 0608. Ouais. Tu as 38 ans, tu es ostéopathe et enseignante, donc il nous manque un job en plus. Le troisième job qui manque, c'est que j'ai monté en 2016 une association pour aider les familles et les enfants qui sont en situation de handicap et qui n'ont plus de scolarisation ou de solution de scolarisation. Donc pas d'AESH, pas de dossier MDPH à jour. Et donc du coup, finalement, l'école n'a pas d'autre moyen que de les mettre à la porte parce qu'on ne peut plus les inclure dans les salles de classe tellement c'est difficile et qu'on n'a pas encore trouvé de solution pour les inclure. Donc, on a monté cet asso, ou plutôt j'ai monté cet asso, et aujourd'hui, on est plusieurs à graviter dedans. Et tous les après-midi, je suis avec ces gamins. Voilà. Je monte les programmes avec eux, je les aide à arriver jusqu'au brevet. Et là, justement, j'accompagne un jeune. Et ça va être, si on passe le premier tour, ça sera pendant la campagne entre le premier et le deuxième tour. Mais je serai impérativement avec ce gamin parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Il ne peut pas passer avec quelqu'un d'autre. Cette association s'appelle l'EDEL. C'est ça, exactement. Cette association s'appelle l'École des enfants de lune. Rien à voir avec les enfants qui ne peuvent pas se balader en journée. C'est vraiment les enfants qui sont dans la lune, comme ces enfants autistes qui sont dans leur bulle. Et puis finalement, elle était à vocation d'accueillir que des enfants porteurs du trouble du spectre de l'autisme. Et finalement, on a ouvert à tous les handicaps parce qu'il y avait tellement de familles. Et c'est un monde parallèle, hein, le handicap. C'est beaucoup de familles qui sont laissées de côté et à qui on ne propose aucune solution. Ce qu'on voit réellement quand ils mettent les grands plans de campagne handicap, c'est peanuts. En fait, dans la réalité, sur le terrain, nous, les familles d'enfants en situation de handicap, on est seuls. On est seuls et financièrement, c'est une catastrophe.
Et donc, si j'ai bien compris, hein, c'est que du coup, vous palliez à l'absence de scolarisation en prenant en charge la scolarisation à la place du système qui devient donc du coup défaillant pour que ces enfants puissent avoir un accompagnement scolaire du coup. C'est ça. En fait, en France, par exemple, quand vous vous retrouvez sans scolarisation, c'est interdit normalement. Ouais. Jusqu'à nos 16 ans, on est obligé d'aller à l'école. Sauf quand vous êtes en situation de handicap, vous pouvez vous retrouver à la maison et scolariser avec le CNED. Mais le CNED, c'est pas adapté du tout pour tout type de handicap. Et puis vous, parents, vous n'êtes peut-être pas en mesure de faire la classe à votre enfant. Sauf que vous vous retrouvez du jour au lendemain enseignant, aide-soignant s'il y a des soins à faire pour votre enfant, et vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. On vous le laisse, il est avec vous à la maison, et si vous voulez avoir un accompagnement, il faut payer un éducateur. Donc l'association, elle pallie à ça, elle permet aux familles d'avoir un temps de décharge où elles laissent leur enfant, et nous, on gère vraiment tout le psycho-éducatif. Alors, Lucia, tu vas être élue donc le 7 juillet, et le 8 juillet, pardon, et tu as obligation de revenir dans Prune Bourbon après, parce qu'on a décidé de continuer après, et c'est justement le genre de sujet qu'on voudrait exposer après. Moi, je vois qu'on expose des assos et des gens qui font des choses comme ça dans leur coin pour pouvoir pallier les trous dans la raquette, en gros, qui sont des drames humains pour plein de gens. Donc, il faudrait que tu reviennes, on fera un numéro spécial sur l'association d'Edel pour expliquer le pourquoi, comment on peut régler ça, et pour mettre justement l'intérêt de Prune Bourbon après, c'est que là, on met pression sur les gens pour que les candidats soient élus. Après, on va mettre pression sur le gouvernement, peu importe lequel, pour que ce type de problématiques soit entendu. Voilà. Donc on te recevra avec grand plaisir après, quand tu seras député en plus, donc tu viendras avec ton écharpe et tout. C'est bien ça, mais même si je ne le suis pas, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment des sujets, il faut qu'on les mette sur la table, parce que sinon on s'en sortira jamais. Et puis, je ne sais pas si vous en avez conscience, parce que quand on est dans le petit prisme, on ne se rend pas compte si les autres le voient. Le nombre d'enfants en situation de handicap dans les classes, c'est en augmentation, mais exponentielle. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans des situations dramatiques où vous avez 4, 5 ou 6 accompagnantes d'enfants en situation de handicap dans les classes. Il n'y en a encore pas suffisamment. Donc, il va falloir changer complètement la façon de voir l'accueil de ces jeunes dans nos écoles. Et quand tu parles du handicap, tu parles de, comment dire, il y a toute l'équipe des 10, les 10 orthographiques, les 10 calculiques, etc. Toi, les jeunes que tu gères, ça va de... est-ce que c'est des handicaps lourds, des handicaps légers? Enfin, je ne sais même pas comment on caractérise, quoi. Alors, il n'y a pas de handicap moteur, en tout cas, voilà, ce sont des jeunes qui peuvent marcher, ils ne sont pas en fauteuil, ils n'ont pas de problème de motricité globale, donc ils peuvent sauter, courir, jouer avec les autres. Par contre, ils vont avoir des problèmes de communication, ils vont avoir des problèmes de graphie, ils vont avoir des problèmes cognitifs, aussi des problèmes de gestion des émotions et du comportement, donc TDAH, trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, avec ou sans trouble de l'opposition. Ça, c'est ce qui est en pleine explosion. Et puis, les TSA. Le spectre est tellement large, finalement, il y a ceux qui vont être sur le sensoriel, il y a ceux qui vont être beaucoup plus touchés sur le moteur, ou après le cognitif, l'intellectuel. Des jeunes qui ont 14 ans et qui, finalement, pour eux, sont persuadés dans leur tête d'avoir 6 ans ou 5 ans. Ça, vous êtes combien à les gérer comme ça au quotidien? 3. C'est 3 éducateurs bénévoles. Ouais. Mais c'est presque du temps plein, quoi, j'imagine. Alors, on fait le choix de ne les accueillir que l'après-midi. S'il y avait plus de bénévoles, on pourrait finalement augmenter le temps d'accueil, mais c'est tout simplement pas possible, en fait. Donc, il y a eu, en 2016, il y avait encore ces fameux contrats aidés. C'était des contrats qui finalement étaient financés une partie par l'État, et on avait vraiment la possibilité d'avoir des personnes salariées dans l'association pour pouvoir travailler avec ces jeunes. Et au moment où Macron a commencé sa casse sociale, il a commencé par ces fameux contrats. Et nous, on a tout perdu à ce moment-là. On a dû se mettre à la recherche de gens qui avaient le temps, qui étaient suffisamment formés pour venir accompagner nos jeunes. Et on s'est retrouvés face à un mur, parce que les gens formés, forcément, ils allaient travailler, eux. Et puis, ceux qui ne travaillaient pas, ils se retrouvaient avec nous, mais sur 1 heure ou 2 heures, alors qu'il nous fallait des plages horaires énormes. Donc, ça a été la première difficulté avec le premier quinquennat Macron, ça a été la fin de ces contrats aidés. Nous, les petites associations comme ça de soutien aux familles d'enfants en situation de handicap, on s'est vraiment pris une claque à ce moment-là, la fin de ces contrats.
Ben, en fait, sur le handicap, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de coordination parce que tu es la deuxième candidate qu'on reçoit qui nous parle du problème du handicap. L'autre jeune femme, d'ailleurs, c'était sur les adultes et les malentendants. Là, on est sur les enfants. Et c'est vrai que bah, tu as eu quand même sous le quinquennat Macron la conjugalisation de l'AAH, qui est l'allocation adulte handicapé pour les gens qui ne savent pas. Moi, j'avais une question sur, tu parlais tout à l'heure de la MDPH et des dossiers. Donc, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Vous en avez dans tous les départements. C'est ça. Alors maintenant, petite aparté, ça s'appelle la MDA maintenant. Comme ils aiment bien changer les noms histoire de perdre les familles, ça s'appelle Maison de l'autonomie. Voilà. Ah. C'est plus la MDPH. Et c'est toujours, par contre, la RQTH, j'imagine. Pour l'instant, oui. Voilà. Alors, moi, je suis pas en Corrèze, Ludo, hein, je suis dans le Puy-de-Dôme. C'est pas loin, mais je suis dans le Puy-de-Dôme, c'est pas grave. Et moi, j'ai découvert il y a pas très, très longtemps qu'un dossier MDPH, pour être traité, chez nous, c'est 9 mois. Est-ce que tu sais, dans les Alpes-Maritimes, quel délai il y a? Ouais, non, mais c'est scandaleux, quoi. Et moi, enfin, bon, pour parler de ma situation à moi, c'est un dossier de renouvellement. Ah, c'est le renouvellement qui prend 9 mois chez vous? Ouais. Et alors, 9 mois. Ouais, c'est propre à chaque département, finalement, le temps d'attente, en fonction du nombre de jeunes ou d'adultes qui demandent un dossier MDPH. Nous, ici, sur les Alpes-Maritimes, je suis bien placée pour le savoir. C'est la première fois. Alors, mon fils a 14 ans et je ne voulais pas de dossier MDPH avant pour lui. Et on l'a lancé en septembre dernier et il n'est toujours pas finalisé. Voilà. Ah ouais. Putain. Donc, pour l'instant, aucune aide versée. Donc, toutes les séances de neuropsychologue, tout l'accompagnement autour est évidemment versé par mes soins. Pour l'instant, nous n'avons touché aucune aide et il n'y a eu aucun accompagnement, aucun aménagement financé par l'État. Et il est déscolarisé depuis l'âge de 3 ans, mon fils. Il a Donc, il y a 14. Non. Si. Oh, sérieux. Donc, nous, on n'avait pas engagé le dossier parce qu'on savait que c'était le parcours du combattant. Une fois qu'on le lance, il y a toujours un document qui manque, il y a toujours quelque chose à faire. Et encore, moi, je suis dans le monde de handicap, donc je suis à même de répondre à ce dossier. Il y a des parents qu'on aide à l'association, ça fait 2 ans et demi que le dossier est en cours. Mais parce qu'en plus, c'est comme souvent, quand on n'encourage pas les gens à accéder à leurs droits, en fait, c'est des freins administratifs. Enfin, moi, tu vois, je suis bac plus, je sais même plus combien. Je me suis fait aider pour remplir le dossier, quoi. C'est du délire complet. Donc, des gens, on va dire, qui ont peut-être des difficultés pour lire déjà, voilà, mais ou juste pour faire des dossiers administratifs, c'est ultra compliqué, quoi. C'est un langage particulier, en fait. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu as compris, ça passe. Mais là, maintenant, alors nous, ils nous proposent le dossier online avec ton médecin qui remplit directement. Et chez moi, ça ne marche pas. Donc, il va falloir que je remplisse un dossier papier. Mais tout ça, bon, bref, tout ça pour dire, on n'avait pas des petites questions là à lui poser. La question Rousseau, là, non? C'est pas le moment. Je crois connaître déjà la réponse, mais effectivement, Sandrine Rousseau nous avait fait le plaisir de venir pour la première de la saison 1. Et du coup, on a immortalisé une question Rousseau depuis, qui est de savoir quelle est la première loi que tu feras voter quand tu seras à l'Assemblée. Et donc, on a un jingle pour ça, et c'est le jingle de la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? C'est quoi? Ta première loi, Lucia, t'es élue députée. Je pense que c'est plus une surprise pour tout le monde, mince. Celle que je voudrais, justement, c'est une vraie inclusion scolaire des jeunes en situation de handicap. Donc, des moyens pour qu'ils aient une AESH, mais aussi des structures d'accueil pour que tous les enfants aient le droit. Finalement, c'est l'école pour tous, c'est un droit, mais que ce soit enfin respecté. Bon, effectivement, il y a beaucoup de surprises. C'est vrai que on en a parlé pas mal au moment du scandale sur les AESH ou la fin des contrats aidés, mais malgré tout, on en a parlé dans les médias sur pareil, ça fait 15 jours, ou même pas 3 jours. Et puis après, on oublie qu'il y a des drames derrière humains et que la vie de tous ces gens-là continue. Ils se sont vus exposés pendant 3 jours en disant « Ah, on sait qu'on est dans une situation catastrophique. » Enfin, vraiment, c'est kafkaïen pour plein de gens. Et puis après, on oublie. Et puis, il y a un autre truc qui remplace, et puis, etc., etc. Et pendant ce temps-là, la vie des gens continue, en fait, avec cette galère.
Et puis, il y a vraiment une impression d'imposture, parce qu'on va en parler à la télé, on fait des jolis reportages, on voit des tas de choses, et puis du coup, dans l'inconscient des gens, bah, ça y est, ça existe, il y a des difficultés, et en fait, ça rogne encore plus sur le terrain. Là, je suis enseignante dans un lycée professionnel. Les jeunes, il doit y avoir 7 ou 8 jeunes dans mes 200 qui n'avaient pas d'AESH. L'année prochaine, le pôle d'AESH qu'il y avait dans ce lycée, il est divisé par 2. Donc, il y a un gamin qui est non-voyant qui va se retrouver, en fait, 4 jours par semaine sans AESH. Et alors qu'il en avait une cette année. Hein. Donc, lui, il y a même une régression, finalement, dans l'accompagnement qui lui est proposé. Et alors que ça fait la une des journaux, qu'on en a parlé, qu'on a parlé des salaires de ces personnes, qu'il fallait les augmenter. Et en fait, on rogne quand même. Et on n'a rien gagné, en fait, d'être passé dans les médias. Et ça fait même l'effet inverse. Ouais. Et c'est aussi, enfin, sur l'ensemble de ces sujets-là, on parle souvent de l'abstention et de ce qui construit l'abstention. Effectivement, on a ce sentiment d'être délaissé et même d'être, excusez-moi, d'être pris pour des cons, construit aussi le fait que les gens se disent ça sert à rien d'aller voter parce que de toute façon, on nous expose des sujets, derrière ils ne sont pas traités. Donc de toute façon, ce sentiment d'abandon reste l'un des moteurs principaux de l'abstention. C'est que les gens, quand on a le sentiment que les politiques ne servent à rien dans notre vie quotidienne, bon, on ne va plus voter, quoi. Mais ils sont déconnectés, finalement, ces politiques. Alors, on le dit, on a l'impression que c'est des mots, mais là, la réalité de terrain, c'est qu'à chaque fois, ce qui va se dire à Paris et ce qui se dit à la télé, ce n'est pas du tout ce que vivent les gens. Ouais. Donc, ce clivage entre ces deux mondes, ils ont l'impression qu'on ne réussira jamais, finalement, à vivre ensemble. Et là, nous, en tout cas, sur la circonscription, les dégoûtés, on va avoir du mal à les récupérer. Même là, avec l'appel à faire barrage au Rassemblement national, ils sont tellement dégoûtés qu'ils disent de toute façon, moi, je suis déjà dans la merde. Et ben, l'autre aussi, il sera. Voilà, ils sont dans cette dynamique-là. Hein. Ah ouais. Alors, Lucia, c'est la première fois que tu te présentes à une élection ? Non, j'étais déjà en 2022. Ah, c'est vrai ? D'accord, pardon, autant pour moi. Donc, bah, du coup, par rapport à 2022, qu'est-ce que tu vas faire différemment ? Comment tu t'organises ? Quels sont les apprentissages que tu as eus par rapport à 2022 qui pourraient aider des nouveaux candidats qui se présentent maintenant cette année ? Des erreurs à ne pas commettre ou des choses à mieux faire ou sur lesquelles insister ? En 2022, bon, déjà, le climat n'était pas le même. Ouais. C'était complètement différent. On était vraiment dans de la politique, en fait. Et là, aujourd'hui, le fait d'avoir la CGT, Greenpeace, le planning familial, des tas d'associations, de syndicats qui habituellement sont apolitiques, là, nous rejoint. Sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, il y a une facilité, même aller en porte-à-porte, en tractage. C'est une circo qui n'est pas facile. Nous, on tombe souvent sur des fachos. Hein, vous allez au marché à Mandelieu, ma ville, vous regardez les gens, vous pouvez les compter, 1 sur 2, il a voté pour le Rassemblement national ou Reconquête. Donc, c'est assez drôle d'aller au marché à Mandelieu, d'ailleurs, avec ces petits tracts du Front populaire. Mais ça passe mieux qu'en 2022. D'accord. Donc, pour ceux qui commenceraient une campagne là, les erreurs qu'on avait fait en 2022, on pensait que l'important, le 30, ça serait d'être dans les bureaux de vote en tant qu'assesseur, délégué. Bien sûr que ça, c'est important. Mais il y a quand même quelque chose qui est super important, c'est d'être dans les quartiers et même dans la ville pour aller rappeler aux gens qu'il faut aller voter. Donc là, cette fois-ci, qu'on n'avait pas fait la fois d'avant, c'est-à-dire qu'on crée des petits groupes qui vont se déplacer dans les quartiers pour rappeler aux gens qu'il faut aller voter, pour rappeler aux jeunes qui sont en bas de l'immeuble qu'il faut aller voter et pourquoi il faut aller voter. Donc, sans faire de politique, puisqu'on n'a pas le droit, on est sur une trêve, hein, mais juste leur dire, va voter, on s'en fiche pour qui tu votes, mais tu dois y aller en fait. Ce scrutin, il doit vraiment être représentatif de ce que souhaitent les Français et plus un vote de dépit ou juste je vote pas parce que la politique, c'est pas pour moi. Voilà. Donc là, on s'est dit, on ne lâchera pas, on va aller les chercher, ces jeunes, même le jour J, parce que nous, il va faire beau, il y a la plage, 2 minutes, ils vont tous y filer, et il faut vraiment leur dire, ça prend 5 minutes d'aller mettre le bulletin de vote, après tu peux y aller à la plage, tu peux y passer la journée, il n'y a pas de problème. Du coup, si tu as beaucoup de fachos sur les marchés, etc., bon, je peux prêter YOLO à l'occasion. Disponible quand là, pour la prochaine semaine? Parce qu'il nous en reste plus que 7 jours. Hein. Parce que du coup, elle est entraînée à chasser les doudous. Ah, YOLO, tu vas aller faire le marché à Mandelieu ou pas? Il y a plein de fachos. Et il y a la plage, il faut donner un petit aspect positif quand même. Lui dis pas ça, elle détestait la flotte. Elle a horreur de ça. Le soleil. Le soleil, les paysages. J'essaye de vendre le truc. Oui. Mais d'ailleurs, c'est fou. Si c'est aussi joli que c'est une sorte de vie, pourquoi il y a 50%? C'est pas possible. C'est quoi? C'est l'âge?
C'est l'âge. Alors oui, la moyenne d'âge est très élevée. Les gens. Alors c'est particulier parce que c'est très quartier résidentiel, beaucoup de villas et de maisons très très huppées. C'est ça, hein, Mandelieu, Théoul dans ma circonscription. Cannes après, c'est plus populaire. Il y a des quartiers vraiment extrêmement huppés et riches, et puis après il y a des quartiers très très populaires. Et un tout petit bout de ma circonscription, c'est Valoris, et là on a un quartier dessus qui est populaire. Ça mêle finalement des gens dans des situations sociales qui sont différentes. Par contre, l'âge, c'est très, très âgé. Très, très âgé. Donc, on a Michel Vidal dont le spectre plane encore. Vient l'image, Michel, qui dit attention, les candidats ni les mandataires ne doivent être vus en train d'être tractés pendant la trêve. C'est important, c'est les groupes qui peuvent le faire. Voilà, mais surtout pas les candidats et les mandataires, c'est très important parce qu'on ne nous rattrape pas là-dessus, rien du tout évidemment. Hein. Et si vous voyez vos concurrents le faire, bon, vous étonnez pas, on ne leur dira rien. Mais malgré tout, faites gaffe, le faites pas, effectivement, et basez-vous sur vos groupes d'élection et vos camarades pour le faire. Les militants, que les militants. Nous, finalement, notre obligation, c'est de faire le tour des bureaux de vote. Pour être vu en fait. C'est la seule chose qu'on puisse faire ce fameux dimanche, c'est de faire les bureaux de vote parce que là on ne peut pas nous le reprocher, donc on tourne toute la journée pour être vu finalement aux abords des bureaux de vote. Voilà. C'est ce qui nous reste le 30. Alors Lucia, dans l'émission on essaie de montrer le côté humain des candidats. Ah bon? Et leurs failles. Et tu n'as pas répondu à la question. Ah oui, je n'ai pas répondu à la question, c'est vrai. Une anecdote que tu n'assumerais pas. Donc, on va lancer le jingle de la question honteuse. Et tu as 1 minute pour nous dire un truc qui puisse... un truc qui t'est arrivé, une gaffe. Voilà, ah oui, ça y est, j'en ai une. Ah, allez. Alors, jingle. Et t'enchaînes directement. Je vais l'annoncer. Ça va faire plaisir à Franck, un des auditeurs qui est là. Pendant la précédente campagne, en 2022, on était en train de tracter et coller. Et en fait, il y a un des candidats en face qui était un candidat Reconquête et qui n'arrêtait pas de venir discuter avec nous régulièrement et qui, du coup, était assez gêné de venir coller sur nos affiches. Donc, à chaque fois qu'il passait, il fait un petit coucou. Et là, dernièrement, sur l'une des stories, il met des petits cœurs. Voilà, c'est le côté un peu honteux. Donc, on a un candidat Reconquête qui met des petits cœurs sur les stories de ma page Facebook. Voilà. Alors ça... Oui, oui. Peut-être qu'il va voter pour moi, on ne sait jamais. Si seulement ça pouvait réveiller certains... Moi, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Reconquête quand même. Hein. Quand même. Hein. Ah, oui. Et il passait, il nous klaxonnait, c'était sympa. Ouais. Mais du coup, je pense qu'on a l'explication, parce que tu nous l'as donné en réalité dans ton questionnaire. Et donc là, on va avoir directement le jingle Technique Ninja. Alors, attends. Attends, le Technique Ninja, je me souviens même plus ce que j'ai mis dans ma technique. Je vais te le dire. Ah bah ça va. Donc effectivement, il paraît que tu as une technique ninja qui est la même que Bambi. Alors, attends, tu m'inquiètes là. Qu'est-ce que j'ai écrit? A priori, tu fais un truc avec tes yeux spécial. Je fais mes yeux de biche, c'est ça, tu veux dire? Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais, Lucien, nous faire tes yeux de biche, s'il te plaît, en direct, pour qu'on mette le maximum de gens? J'ai fait les yeux de biche. Je les ai fait tout à l'heure, quand même. Alors, il faut voter pour moi. Tu vois, ça marche bien, hein? Et ça marche même sur les mecs de Reconquête. Non, j'arrive finalement à... J'ai pas de propos haineux, même quand on est face aux candidats RN ou autres. Je me fais pas invectiver ou insulter. Voilà, ça c'est la particularité. C'est la technique ninja. Je réussis à adoucir le climat politique lors des débats ou sur la circonscription. Voilà, c'est sympa. Tout ça à Mandelieu quand même. C'est quand même pas mal. Mandelieu, Cannes, Valo et Théoul. C'est pas mal. Il faudrait renvoyer ça aux candidats de Vitrolles, d'Orange, etc. On peut leur donner des petits cours s'ils veulent. Des yeux de biche. Ça marche bien. Donc, alors, nous, on est... Anne-Valérie, Léonie, vous n'avez pas des questions pour Lucien? Ouais, en fait, sur ta circo, parce qu'on en a parlé, il me semble que la sortante, c'est une ELR, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Majoritairement, j'ai regardé un petit peu, grosso modo, sur toute la. Enfin, les circuits en 06, c'est RN-LR. Hein, c'est Ah bah oui. pas Alors, compliqué. on a vu une petite ouverture en 2022 sur la 3e circo, mais on n'a pas passé on a passé le premier tour, mais on n'a pas passé le deuxième tour. Ben là, en l'occurrence, sur la 8e, il me semble qu'il y avait LR, il y avait par contre une belle montée écolo. Et donc, avec l'étiquette Front Populaire. Donc, le RN, j'ai même pas fait gaffe combien ils avaient fait, s'ils étaient hauts dans les sondages. Ils étaient pas mal hauts hein, déjà dans les sondages, mais comme il y avait le candidat Reconquête, finalement, ça scindait un peu les voix. Ouais. Ben ça, c'est cool déjà. Et du coup, là, tu pars quand même confiante. Parce que il me semble que j'ai vu un truc, ça m'a fait halluciner, le suppléant de la candidate de ta circo, c'est Lina. Le maire. Oui, c'est Lisnard. Oui, c'est le maire. Ah ouais. Alors, d'ailleurs, il faut le dire, c'est quand même trop drôle. Ils ont mis des jolies affiches où il est plus gros qu'elle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est lui qui se présente. Alors, il a vraiment tellement confiance en sa candidate que du coup, il se met en très gros sur l'affiche. Mais oui. Donc, c'est une vu les merdes qu'ils ont dû essuyer à cause des Ciotti, mais tout au départ de leur campagne. Enfin, je veux dire, quand tu as un parti et qu'il t'arrive ça, je pense que ça a été un peu la panique complète. Donc, bon, je comprends un peu. Après, le truc, c'est les forces en présence. Pour toi, l'adversaire majoritaire là, dans ta campagne, c'est LR ou c'est RN? Qu'est-ce que c'est? Nous, l'adversaire majoritaire, c'est le Bloc. C'est RN, LR, La République En Marche, puisque finalement, ils votent la même chose à l'Assemblée nationale. Dès qu'on se retrouve face à une mesure qui pourrait un peu faire respirer les Français, c'est toujours les mêmes qui votent ensemble. Donc moi, c'est un bloc commun. Là, aujourd'hui, même là, sur le débat, quand les gens me disent finalement, est-ce que vous vous sentez plus à être du côté d'Alexandra Martin si jamais il faut faire un bloc contre le Rassemblement national? Mais quand elle est à l'Assemblée, elle va voter avec eux. Donc je ne peux pas m'allier avec cette personne. Moi, je ne fais pas de petite alliance comme LR a été capable de faire avec RN. Là, aujourd'hui, ils essayent de s'en sauver, nous, sur ma circonscription. Du coup, Alexandra Martin, la candidate, elle est Nouvelle Énergie. Sur les affiches, on ne voit pas LR. Elle a caché... Nouvelle Énergie, sans déconner. Nouvelle Énergie. Bah, oui, c'est très jeune, en plus. Hein, ça se voit. Ouais, c'est énergie renouvelable, tu sais, c'est très... Ils auraient pu mettre le logo vert. Ça aurait pu peut-être un peu intéresser les gens. Elle s'appelle Alexandra Martin, c'est ça? Oui. Ouais. Alexandra. Ah, mais il se planque. Moi, j'ai dans mon département, sur la circo à côté de la mienne, j'ai un ancien ministre de Macron, Olivier Becht, pour pas le citer, qui est candidat, mais qui se présente sans étiquette. Ah oui. Mais c'est la débandade. Hein. Là, il y a... Comment elle s'appelle? Yael Braun-Pivet, elle s'est fait toper en plein gros mensonge parce que elle a juste sa gueule là, cette année sur sa photo de campagne là, et on lui a demandé si elle avait évacué Macron, et elle a dit non, mais ma précédente affiche, il y avait déjà que moi, et en fait, les mecs ont ressorti la précédente affiche avec la gueule de Macron et Yael Braun-Pivet à côté, donc là pour le coup c'est la débandade dans tous les sens. Il y a eu un reportage sur, je crois c'est Mediapart, Sacha Houlier, qui était à la commission des lois, je crois, et qui fait campagne, mais limite en indépendant, tu vois. Et lui, il essaie de récupérer les voix de Glucksmann, et mais tu sens qu'il louvoie pour pas dire qu'il est dans la majorité présidentielle. Enfin, c'est lunaire, quoi. Ah ouais. Nous, pareil, sur ma circo, c'est un député MoDem sortant qui nous fait des vidéos citoyens engagés, j'ai 3 enfants, je viens de l'associatif, et qui a complètement gommé le MoDem, la majorité présidentielle. Ça faisait 2 ans qu'il avait une photo de profil sur les réseaux où il était bras dessus avec Macron. Il a changé de photo, il est tout seul. Il renie, quoi. Alors, les amants, j'ai fait une bêtise. On va peut-être avoir une surprise. Est-ce que vous m'entendez encore? Très, très bien, oui. Ah ouais, parce que moi, ma caméra s'est arrêtée, donc je me vois plus, mais ça me fait bizarre. Mais on te voit aussi. Ah, vous me voyez bien? Ah, ça va. Ouais.
Refais-nous tes yeux de biche, là. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien, apparemment, j'entends les rires, mais moi, je ne me vois pas. Je fais pas le retour. Oui, donc est-ce que Alexandra Martin, c'est une candidate Nouvelle Énergie, dont le directeur général est un très 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 bon copain, Romain Marcilly, qui est candidat donc pour Nouvelle Énergie pour LR à Paris, dans la 02, je crois. Et donc, j'ai envoyé un SMS pour dire de se connecter. C'est un cœur. Il vient nous rejoindre. Viens nous voir. Je dis viens. Sachant que c'est vraiment un très bon ami, hein, c'est un chouette type. Bon, qui est de droite, ça arrive, si vous voulez que je le dise. Bah, Bien, on est bien. Ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde. C'est ma bande de Corse. Faut les excuser, c'est pas grave. Et je sais pas ce que Foulon prêt, mais peut-être que. Ah ouais. Donc, on a un centre de service, Lucia, Prune Bourbon, on fait ce qu'on peut comme on peut. Et l'idée, c'est de savoir aussi comment on peut t'aider, de savoir si tu as des ressources dont tu as besoin, graphiste, tracteur, dresseur de chiens, peu importe. Et donc ça, c'est la question Bourbon. Et on a aussi un jingle. La question Bourbon, la voici. S'il y a un truc qu'on peut faire pour toi, si tu as un appel à passer là, c'est quoi? J'aurais vraiment besoin de quelqu'un qui bosse la com. Mais sans rire, on a besoin de refaire des tracts assez rapidos et on aurait vraiment quelqu'un qui maîtrise le travail des photos, le graphique, des choses comme ça. Parce que là, on a fait avec ce qu'on pouvait, avec les moyens du... On a perdu Lucien. Elle a disparu, ouais. Elle est partie. Donc, elle sait faire Bambi et Casper. Elle est de retour. Faudrait relancer le titre. Je lance un appel à l'aide et je disparais. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais... C'était très, très dramatique, c'était parfait. Ça va. Donc, tu nous disais que là, tu avais bricolé avec les moyens du bord et tu as besoin d'un graphiste ou de quelqu'un qui gère vraiment le travail des photos. On voudrait justement faire un petit montage entre les LR, le Rassemblement national et la République en marche. Donc quelqu'un qui gère un peu. S'il y a quelqu'un de dispo qui nous écoute, avec grand plaisir. Voilà. Ok, donc on envoie dans le chat, on envoie aussi à notre équipe. Nous, on a un peu de mal à le faire déjà aussi, mais si quelqu'un peut, voilà, dans les raiders de Daz, c'est-à-dire que Daz va ne pas tarder à débarquer non plus. Il est là. Qui peuvent nous aider, etc. Et donc aider Lucien. N'hésitez pas à la contacter sur les réseaux sociaux, j'imagine, pour pouvoir réaliser soit des montages photos, soit des tracts, soit des affiches. Tout ça bénévolement, malheureusement. C'est ça. Pour l'instant, c'est bénévolement. Hein. On le sent tous, le bénévolat, là. Alors, pour Tremblay, bonsoir. En fait, Lucia... Salut Daz. Salut Daz. Salut. Lucia est candidate dans les Alpes-Maritimes. Elle est au milieu des fachos. Elle a toute son énergie et ses combats merveilleux et son regard de biche pour elle. Mais il lui manque un graphiste qui puisse l'aider à réaliser des contenus, des supports avec réactivité, nervosité et talent. Voilà. Donc, si vous nous rejoignez et que vous êtes capable de bricoler ce genre de choses et que vous voulez aider une candidate qui est dans une circo compliquée, très à droite, avec que des vieux, voilà. Puis vous avez envie d'emmerder un peu les fachos, là, parce que si vous leur faites un petit truc qui les emmerde bien, c'est génial. Voilà. Donc en plus, Lucia est prête à avoir de l'humour et à avoir un peu de décalage. Ça, j'assume tout, moi. On peut y aller. Hein. Alors, c'est pas fréquent, les amis. C'est pas fréquent, les candidats qui assument tout. Donc, vraiment, allez-y. Voilà, vous allez pouvoir faire des propositions et vous éclater un peu. D'habitude, c'est un peu relou, là, comme politique, parce que ah oui, mais non, on peut pas faire ça. Parce que là, il y a une candidate qui vous a dit, allez-y, ouvrez les vannes. Moi, ça me fait marrer. Donc, voilà, si vous avez cette compétence-là, contactez Lucia directement et faites-la gagner. Enfin, elle va gagner quand même, mais bon, si vous pouvez y contribuer, ce sera encore mieux. Et comme ça, elle reviendra en plus en tant que députée dans la saison 2, saison 3 de Prune Bourbon, pour nous parler de son association absolument merveilleuse. Et elle reviendra, même si elle n'est pas candidate, de toute façon, on fera que sur le handicap, c'est certain, et sur cette problématique des AESH et de la scolarisation de ces enfants qui ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être traités comme les autres. Voilà. Alors, je débarque avec quelques viewers. Du coup, est-ce que, sans vouloir vous commander, est-ce que Ludo, tu peux rappeler le principe, le concept de Prune Bourbon? Bien sûr.
pour les gens qui ne connaîtraient pas déjà, parce que pourtant je passe régulièrement, mais voilà. Alors, Prune Bourbon, c'est une émission qui a été imaginée il y a 2 ans, avec un principe, c'est qu'il y avait une campagne législative avec des gens qui étaient très exposés dans les médias et des gens dont personne ne parlerait. Et donc, on a décidé de ne pas s'occuper des candidats que tout le monde verrait, mais plutôt de ceux qui ont une difficulté d'accès aux médias, pour les exposer très humblement avec notre petite audience, mais surtout pour construire des passages que eux puissent récupérer après en vidéo pour pouvoir militer avec et pour pouvoir faire leur campagne avec. Et puis très rapidement, on a construit aussi un centre de services, de ressources, de compétences. Donc il y a des militants qui sont partis sur les circos des uns et des autres. Bruno Gassio a été dans plusieurs circos. Je me suis déplacé également. Et puis on a des candidats qui ont même commencé à faire campagne ensemble. Voilà, donc c'est un centre de services qui essaye de fournir aux candidats, c'était vrai il y a 2 ans, ça l'est encore plus maintenant, qui partent au feu, qui se sacrifient quand même en prenant beaucoup de risques. Il ne faut quand même vraiment pas passer sous silence cet aspect-là, parce que d'avoir son visage affiché dans des terres fascistes, alors que, il y a beaucoup de fachos, pardon, et que vous êtes candidat du nouveau Front populaire, ça a un impact sur votre vie personnelle, on ne va pas se raconter de bêtises. Donc on essaie de les soutenir le plus possible avec ces petits contenus-là, en les relayant, et puis en plus là, par exemple pour Lucia, pour faire des appels à compétences, par exemple. Et tout ça, dans la bonne humeur, on essaye dans la rigolade et la compétence, et puis parfois avec un peu de choses un peu piquantes, on va dire. Voilà. Et le principe de Prune Bourbon, le nom, c'est qu'on boit de la prune pour aller au Palais Bourbon. Voilà. J'avais une autre question à te poser parce que tous les candidats qu'on a reçus nous ont parlé d'un vrai élan et de plein de bénévoles qui affluaient, des gens qui savent pas forcément comment ils peuvent aider, mais qui sont prêts à aider. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ça aussi? Alors nous, dès le dimanche soir, j'ai été contactée par message par des personnes en disant on repart. Donc moi, j'ai même pas eu le temps de me poser la question ou autre. Dès le dimanche soir, c'était parti. Et le lundi, on faisait une réunion dans un bar et on s'est retrouvés avec des gens qui se sont déplacés tout de suite pour dire on doit repartir et il faut aller chercher les abstentionnistes et il faut faire barrage. Et dans les jours qui ont suivi, on a eu des tas de gens et des tas de gens qui se sont inscrits sur les GA. Et aujourd'hui, on tourne quasi même qu'avec que des nouveaux. Tellement il y a eu un afflux là en 2024, donc des personnes qui n'avaient jamais milité avant, qui ne sont pas forcément même d'ailleurs politisées, hein, et qui ont rejoint le mouvement, le Front populaire. Ils ne veulent pas être politisés, ils ne veulent pas être de LFI, ils ne veulent pas être Europe Écologie Les Verts, ni PS ou autre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit nos valeurs et notre programme qui passent, et ensuite nous surveiller du coin de l'œil pour voir si on tient bien nos promesses. Voilà. Mais il y a vraiment un élan sur le territoire. Et nous, ça nous fait chaud au cœur, hein, parce que c'est un territoire qui est super difficile, où les gens restent plutôt cachés chez eux, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas facile. Ça impacte ta vie privée, ça impacte ta vie professionnelle. Quand tu as un maire qui est LR, limite RN, tu sais que quand tu vas demander des subventions pour ton association, on ne va pas t'en donner. Quand tu vas demander un local, il n'y en aura jamais. Si tu veux un poste à la mairie, un logement social, tout ça, tu peux t'asseoir dessus. Donc, c'est pas évident de se montrer comme étant de gauche dans notre circonscription et puis dans le 06 en règle générale. Donc là, le fait de voir ces gens qui d'un coup disent « tant pis, je m'affiche », tant pis, je vais venir tracter et surtout prenez des photos parce que je veux que les gens voient qu'il y a du monde et donc ça attire encore plus de monde. Je trouve que là, vraiment, il y a une vraie ferveur en 2024. Et comment il s'appelle ton groupe d'action, s'il y en a qui veulent le rejoindre Alors, on en a 2 très actifs. On a Union populaire Pays de Reims et les Insoumis de Cannes. Et les 2, de toute façon, travaillent ensemble. Donc, si vous retenez les Insoumis de Cannes, parce que c'est le plus simple, il n'y a aucun problème. On fait la bascule entre un groupe et l'autre. Mais c'est Union populaire Pays de Reims et les Insoumis de Cannes. Et si vous voulez nous rejoindre pour cette dernière semaine, on a un programme du feu de Dieu. On commence à 7h, on finit à minuit. On a des choses à faire toutes les heures. Alors, vous pouvez nous rejoindre, on a besoin de vous. Moi, pareil au resto. Hein. Le resto le midi. On garde quand même ce temps-là tous ensemble. Et tu peux venir. Et donc, alors, Lucia, il y a un Brésilienne qui nous dit contacte Gauche Internet, qui peut faire des supports graphiques ou des montages directement. D'accord. Voilà. Il y a French Shui, je crois, qui a contacté une graphiste qui est dans le 33
pour qu'elle puisse t'aider. Ok. Donc voilà, ça bouge déjà, ça c'est cool. Et effectivement, entendez bien les gens, ce que dit Lucien sur l'impact sur la vie. On a l'air d'en faire des caisses, hein, et bon, particulièrement moi, je l'avoue. Mais oui, de se présenter comme candidat, ça, il y a un avant et un après dans votre vie en fait. On en parlait avant que Lucien arrive sur ce truc de l'émission de LCI. Ouais, il y a un avant et un après pour les candidats, vraiment. Quand vous déclarez publiquement et sur un mouvement politique qui n'est pas très en vogue, entre guillemets, pour les gens qui ont les clés et qui ont surtout les cordons de la bourse, oui, ça a un impact sur notre vie, ça a un impact sur la vie des gamins, ça a un impact sur la vie des conjoints et des conjointes, des parents potentiellement, etc., du boulot, de tout. Voilà. J'ai une question là-dessus, du coup, quand il y a un impact comme ça et que tu te retrouves sous le feu potentiel de militants hostiles, t'es protégé quand même? Il y a un dispositif qui se met en place Alors, pour, nous, sur la Circo, comme je disais tout à l'heure, alors tu n'étais pas encore là, on a de la chance finalement. Ma candidature, elle crée pas de haine vis-à-vis des autres candidats qui sont D'accord. sur la circonscription et des autres militants. On avait même des militants, ce que je disais tout à l'heure, le candidat Reconquête, c'était même plutôt sympa avec nos militants Non, et moi-même. c'est pas sympa, il te chine sur tes stories, s'il te plaît. C'est pas Eh ben, pareil. c'est sympa, il y en a qui me mettent pas de like dans mes amis, et ben au moins lui il me met un cœur. Voilà. Ah, ok. Le mec lui met des petits cœurs sur les stories, le chien de la casse, quoi. Ah, écoute, voilà, il est humain. Hein. Donc j'ai pas besoin de service de sécurité, tu comprendras, ça va. Ok. D'accord, oui, désolé si tu l'avais déjà évoqué, effectivement, j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe verveine harissa. C'est pas grave, ça les a fait beaucoup rire. De toute façon, moi dans le GA, ça les fait beaucoup rire aussi, alors c'est pas grave. C'est le petit rappel. Cela dit, il n'y a pas seulement les militants, hein, c'est comme disait Lucia, il y a les administrations, il y a potentiellement ton patron en fait. C'est ça le plus difficile en fait. Hein. Moi, c'est pas le moment de la campagne, c'est pas le plus difficile. C'est l'après. C'est au moment où justement il n'y a plus le feu des projecteurs sur toi. D'ailleurs, toi, tu oublies complètement, tu rebascules dans ta vie personnelle avec tes enfants, ta famille. Tu postules pour un job et là, en fait, c'est là où tu te rends compte que d'un coup, mince, c'est vrai, j'ai été candidate. Il t'arrive quoi que ce soit, tu vas à la gendarmerie ou à la police municipale, c'est pareil. C'est vrai, j'ai été candidate. En fait, il y a ce regard de la société sur toi que toi, tu as tendance à très facilement oublier. Mais que les autres, eux, n'oublient pas. Une certaine société, du coup. Hein. Oui, mais nous, c'est majoritairement sur la circonscription. Donc, Et regardez, derrière, j'ai un héros à vous présenter aussi, qui est là. Il s'appelle Damien. Et Damien, il a fait un truc incroyable. C'est qu'il vient de reprendre la boulangerie du village qui était fermée depuis des mois. Oh. Et lui et toute sa famille, ils reprennent la boulangerie du village, ce qui est un drame social, hein, de ne plus avoir de boulangerie dans le village. Et ben voilà, tous ces gens-là, ils vont rouvrir au début juillet. Ils étaient ce soir présentés un repas de la mairie. Et donc, je pense qu'ils viennent boire des coups derrière. Voilà. Et donc, Damien va reprendre la boulangerie qui est à 10 mètres de mon restaurant. Donc, vous imaginez la Pâques. Il y a son épouse qui est là, qui travaille aussi à la boulangerie. Bravo. Voilà. Bravo. Et donc, ils se sont engagés. Ils ont mis toute leur famille dedans. Et voilà, ils viennent faire revivre un village, comme un gros comte barbu l'a fait il y a quelques mois maintenant, qui se sentaient un peu seuls. Et je suis très heureux de les avoir parce que du coup, vous voyez, je suis plus tout seul. Il y a d'autres gens qui s'engagent pour revitaliser les villages de France. Voilà, eux, ils le font. Ouais, c'est top. Mais bravo, en fait, c'est ça qu'il faut mettre en avant à la télé, plutôt parler de l'immigration, en fait. C'est ce genre d'initiative qu'il faut mettre en avant. C'est ça, être humain, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, on a besoin de gens comme ça qui décident de tout abandonner et qui repartent conquérir la ruralité. La France, c'est toute la France, c'est pas seulement Paris et ses petits milieux bourgeois et ces grandes villes. Quel dommage. Dans ton département, tu as quand même une bonne figure là. C'est Cédric Héroux qui était en guerre ouverte contre Ciotti et qui a quand même. Enfin, lui, il a gagné tous ses combats. Tu vois, c'est admirable ce mec ce qu'il fait. Et donc là, ils ont. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un agriculteur à la base qui en avait marre de voir des gosses migrants pieds nus dans la neige, sans aide et être pourchassés par la police. Il les a hébergés. Il y a eu des affaires judiciaires sans fin. Sauf qu'il y a eu une fin et que il a été complètement relaxé
parce que je crois que c'est le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, machin, enfin bon, il y a eu tellement de procédures, à consacrer la fraternité de son geste. Et derrière, il a monté le premier Emmaüs agricole de France. Et c'est une figure des Alpes-Maritimes, et c'est surtout une figure anti-Ciotti aussi. Donc, je savais même pas qu'il était dans le 06, moi. Tu vois, si, Alpes-Maritimes, dans la tu sais, Roya. quand, la vallée de la Roya, quand ça a été inondé, c'était chez lui. Enfin, chez lui. Oui, c'était dans son secteur. Oui, dans son secteur. Ouais. D'ailleurs, le hangar avait été très impacté. Et ils ont mis beaucoup de temps, et puis il a fallu beaucoup de dons pour pouvoir construire derrière. Mais oui, c'est un homme admirable, et c'est pas facile dans la région et dans le département. Et lui, il a tenu tête. Il a vraiment tenu tête. Du coup, effectivement. Mais il y est encore sur le terrain. Là, c'est quelqu'un d'admirable. Ce qu'il fait, et puis il se met en retrait, c'est-à-dire qu'il ne se met pas du tout en avant en disant regardez ce que j'ai fait. C'est le délit de solidarité, c'est-à-dire que lui, ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir. C'est incroyable ça, quand même, d'ailleurs. C'est ça, d'avoir hébergé, nourri des gens. Voilà. Il n'est pas pour autant tranquille parce qu'il a été relaxé. Il est toujours lui, oui, c'est sûr que... voilà, dans le collimateur, à lui, si on peut le contrôler, si on peut lui chercher mais c'est permanent, c'est permanent. Et en fait, les gens qui bossent chez Emmaüs sont souvent arrêtés aussi. Dès qu'ils prennent le train, par exemple, parce que très souvent, ils vont devoir prendre la ligne, donc dès qu'ils prennent le train, ils peuvent être interpellés. Dès qu'ils sont dans le camion de livraison, puisqu'ils vont livrer les légumes ou autre, ils se font arrêter. C'est de l'intimidation permanente, en fait. C'est les faire plier et les faire céder par quelque chose qui est régulier. Voilà. Et c'est déjà le cas avec un gouvernement qui officiellement n'est pas d'extrême droite, donc on peut que imaginer ce qui se passerait si l'extrême droite passait et légitimait ce comportement de... Parce que là, j'ai vu, moi, Cédric Héroux, c'était carrément un contrôle des militaires, c'est-à-dire que c'est l'armée qui bloquait une route et qui l'avait arrêté et qui lui avait demandé ses papiers, et donc il avait tenu tête en disant vous n'êtes pas assermenté pour faire ça, c'est pas votre job, donc je vous donne rien. Franchement, costaud. C'était un moment où on était en état d'urgence. Donc, nous, comme on est aux portes de l'Italie et qu'il y a cette fameuse frontière qui jonche notre territoire, il y a très souvent les militaires qui viennent prêter main forte à la PAF, en fait. Cette frontière, nous, on vit avec, mais ça permet quand même au Rassemblement national et à l'extrême droite de faire monter leur voix avec quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas des afflux de migrants et qui traversent Cannes avec leurs baluchons, pas du tout, c'est pas le cas. Il y a des gens évidemment qui essayent de traverser cette frontière, mais on serait complètement en mesure finalement de les accueillir de façon décente et de trouver des solutions. Oui, alors s'il y en a qui disent qu'il faudrait les faire repartir dans leur pays, au moment où ils sont là, accueillons-les et puis trouvons une solution de comment les raccompagner, pourquoi ils fuient déjà? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi ils fuient? Si ces gens fuient la guerre, évidemment, il faut qu'on trouve une solution pour les accueillir. Si c'est d'autres choses, mais qu'on peut régler ces choses, on les accompagne. C'est une question difficile, en fait, l'immigration. Et nous, cette frontière, elle pourrit finalement les relations entre les gens parce qu'ils nourrissent un fantasme. Oui, comme migrants, souvent, bien sûr. Qui violent toutes les femmes. C'est compliqué. Comme souvent, en fait, pour les gens qui votent à extrême droite, effectivement, c'est souvent nourri de choses qui ne sont pas avérées et qui sont de l'ordre de la peur et du fantasme. Il y a des éléments sur le terrain qui sont réels, bien sûr. Il y a des agressions, bien sûr. Mais demain, vous n'avez plus à manger, vous ne savez pas où dormir et vous êtes dans une situation où vous avez besoin de nourrir votre enfant. Moi, je mets au défi la personne de dire je resterai assise là et je vais regarder mon enfant crever de faim. C'est pas possible, en fait. Moi, je serais la première à aller dire tant pis, en fait, je vais aller taper quelqu'un, mais il faut que je le nourrisse. Il va pas mourir de faim. Et c'est ça, être humain, c'est se mettre à la place de l'autre en disant dans quelle situation l'a amené finalement à commettre ça. Si c'est quelque chose de justifiable, ok, très bien, mais si ça ne l'est pas... Oui, mais en fait, le ressort numéro 1, je pense que c'est déjà déshumaniser l'autre pour précisément limiter le potentiel d'empathie qu'on peut ressentir. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui est mise en place par beaucoup de chaînes d'infos continues qui font en sorte de vraiment transformer en fait les gens dans le besoin en animaux, quoi, tout simplement, en nuisibles.
Et ça fonctionne, c'est ça qui est triste, hein. C'est qu'on connaît. En fait, c'est ça qui moi, me rend fou, c'est que c'est des ressorts qu'on connaît, qui sont identifiés, on sait comment ça fonctionne, on sait que la propagande, on sait comment ça marche, etc. Et c'est toujours aussi efficace. Donc, c'est efficace, finalement, si tu regardes l'histoire, et c'est une roue qui tourne, quoi. On se retrouve toujours à vivre la même chose, avec les médias qui d'un coup sont muselés, privatisés, on perd nos libertés, et puis d'un coup, ça rebascule dans le fascisme. Mais ça tourne, en fait, en permanence, c'est quand même dingue. Qu'on n'apprenne pas de nos erreurs. Nous, qui avons ces capacités pour pouvoir anticiper. En fait, finalement, la vie se passe et on laisse encore les choses se faire. On sait qu'on est manipulé par les médias, mais on va quand même se laisser endormir par les réseaux sociaux, TikTok et toutes sortes de... Alors, je crois que le pire, nous, ici, évidemment, c'est BFM et CNews. Parce que la population étant assez âgée, c'est ce qu'ils regardent à la télé. On continue, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Quel luxe. Il y a Sud Radio aussi, hein, je crois que c'est pas mal, hein, quand même. Ils tiennent un truc. Hein. Ils ont compris ce qui mordait bien. Pour avoir de l'audience et de l'audimat, ça fonctionne bien. Ouais. Ils sont où d'ailleurs? C'est dans le 06 qu'ils sont, Sud Radio Oui, il y en a à Nice, oui. Ouais. Ah bah allez. Il y a un concentré quand même là-bas, tu vas pas dire quoi. Mais il faut venir à Nice, c'est tellement sympa. En fait, pas déçu du voyage, hein, c'est ça qui est paradoxal, c'est que du coup, je sais que, cette zone-là, la Côte d'Azur et tout, c'est magnifique, mais du coup, c'est un endroit qui, à cause de ça, me dit pas du tout, quoi. Vraiment, je rechigne à y aller en me disant, non. C'est un truc où il y a que des racistes, machin et tout. J'ai rien à foutre là-bas. J'ai pas envie de donner mon argent à ces gens-là et tout. Et quelque part, ça marche du coup. Ça leur évite d'avoir des gens de région parisienne, 2 racisés qui viennent dans leur contrée. Donc c'est une victoire. Donc vivement que ça repasse à gauche là. Merde, j'ai envie de découvrir la région. Un peu plus les gens qui regardent CNews en permanence, ce que on parlait des roues tout à l'heure et ce qu'il fait en amenant des gens sur le marché, en les confrontant et en faisant la preuve par l'exemple, tu vois, que ces gens ils travaillent, qu'ils peuvent s'intégrer, que ce que tu fais sur ton travail associatif avec c'est ça quoi, c'est les meilleures preuves qu'on peut donner pour réfuter les arguments de ces gens-là, quoi. Leur dire, il y a un noir qui vous vend vos laitues, mais dis donc, et il va pas te sauter dessus, il va pas te violer, surtout si tu as 96 piges, quoi. Mais c'est ça, c'est à force, les gens vont s'habituer. Enfin, moi je crois vachement au travail du terrain. On en parlait tout au début, tu vois, tout au début de l'entretien. Et bien sûr que c'est des choses qu'il faut mettre en avant, et sinon on s'en sortira pas, quoi. C'est exactement ça. Alors même nous, au sein des militants, et comme c'est très large là avec le Front Populaire, on arrive dans un quartier à Cannes où évidemment le nom, déjà la consonance fait assez peur. Donc les gens en règle générale savent que c'est un quartier qui est le quartier chaud de Cannes. Pour rien à voir avec Marseille ou Paris, hein. Ça reste Cannes. Mais c'est un quartier où il se passe des choses évidemment qui finissent très souvent au tribunal avec des jeunes peu ou pas fréquentables. On est obligé de les rassurer, même les militants. C'est-à-dire qu'ils veulent pas garer la voiture à l'intérieur du quartier. Ils vont avoir peur des choses dans leur voiture. Et puis finalement, au bout de 4 heures ou 5 heures de porte-à-porte, ils reviennent en disant « Mais en fait, c'était sympa. Il ne s'est rien passé. » Je dis « Mais où vous aviez entendu que c'était extrêmement dangereux et qu'on ne pouvait pas y rentrer, en fait ?» À la radio, à la télé. Oui, comme d'hab. Donc, le terrain, c'est très important, finalement. C'est recréer du lien avec les gens pour qu'ils finissent par se revoir et se rencontrer. Et puis, c'est pas des terrains perdus de la République, hein, pas du tout. Alors, évidemment, il y a des heures où il faut éviter d'y aller, mais comme à n'importe quel endroit, j'ai envie de dire, quand il y a des gens qui décident de foutre la merde quelque part. Mais c'est pas des terrains perdus de la République. Il faut qu'on les réinvestisse. Mais même nous, citoyens autour, il faut pas avoir peur de traverser ces quartiers. Il faut y aller. Là, nous, on passe des heures et des heures à faire du porte-à-porte. On rencontre que des gens, mais vraiment que des gens
qui sont là, le cœur sur la main, qui nous remercient de venir les voir. Et ça change vraiment le regard de tout le monde. Je vois les militants, l'œil qui commence à larmoyer en se disant mais en fait ces gens ils vivent comme ça en fait parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans un quartier, ils n'ont jamais vu finalement. Ta stratégie c'est d'aller justement plutôt vers les quartiers populaires, aller chercher les abstentionnistes, ou d'aller partout et d'essayer de convaincre même ceux qui votent peut-être à droite ou à l'extrême droite? Là, la campagne est claire. Ce qu'on s'est dit, c'est les abstentionnistes. Donc, on a regardé finalement ce qui avait été fait en 2022 et où ça n'avait pas voté. Et c'est sur ces quartiers-là, finalement, qu'on axe vraiment le porte-à-porte pour aller voir ces gens et leur faire comprendre que l'urgence, c'est maintenant. S'ils veulent payer moins cher leur facture d'électricité, s'ils veulent pouvoir manger à la fin du mois, s'ils veulent qu'il y ait un blocage des prix du carburant pour pouvoir aller bosser sans partir à pied, finalement. Moi, je vois des gens qui finalement laissent la voiture en bas et partent à pied parce qu'ils ne peuvent plus payer l'essence. Et on est à Cannes, c'est quand même dingue. Ils ne peuvent même pas payer le bus, parce que sinon ça leur revient trop cher l'aller-retour tous les jours. Donc, on leur dit, si vous voulez que tout ça, ça s'arrête, ça peut s'arrêter. Dans les 10 jours, après le 8 juillet, ça peut s'arrêter, parce que par décret, si on a la majorité, enfin, il y a le blocage des prix. Ça s'arrête. On bloque l'énergie, on bloque le carburant. Et là, il y a déjà un petit bol d'air frais et on va lancer un message d'espoir aux gens. Et quand tu lances un message d'espoir, qu'est-ce qui se passe? Quand tu redonnes un petit peu d'argent à ces personnes, tu leur permets d'aller faire un ciné par mois, un resto avec leurs gamins par mois. Évidemment, c'est plus simple. Les relations avec les autres sont plus simples. Les relations avec le voisin, les relations avec la personne avec laquelle on va traverser la rue qui finalement va nous passer devant sur le passage piéton, au lieu de lui hurler dessus, on sera beaucoup plus apaisé en fait. C'est tout ça qui rentre en jeu. L'insécurité, c'est créer des commissariats, des prisons en plus, ça n'a jamais réglé le problème d'insécurité. On les a tous vus passer, les gouvernements, avec leur politique de sécurité, et ça n'a jamais rien résolu. Là, c'est la police de proximité dans ces quartiers, c'est rééduquer en fait. C'est rassurer les gens, rééduquer, et leur apprendre à vivre ensemble. Et là, ça y est, c'est fini, on fait chuter l'insécurité. Et ça fonctionne dans des tas de pays. D'ailleurs, on pourrait prendre exemple sur des pays où ça fonctionne, l'insécurité, et qui a été réglée par ce type d'éducation populaire. On a des exemples, du coup Alors, on a des exemples. Par exemple, alors moi, je prends en valeur parce que c'est le Portugal et je fais un coucou à ma famille. Je suis franco-portugaise, donc forcément, là-bas, c'est un pays sur lequel j'ai un regard un peu plus alerte. Là-bas, on avait un taux d'insécurité qui était très élevé. On était sur une politique qui était un petit peu sarkozyste, alors que pourtant, c'est un mouvement de gauche qui est au pouvoir. Ça ressemble un peu au PS d'ici, un peu plus modéré. Et ils étaient sur une dynamique d'ultra-sécurité, de contrôle, de répression. Et ils ont fini par voir que ça n'avait pas du tout l'impact attendu sur la population. Et au contraire, ça commençait à monter les communautés les unes contre les autres. Alors que là-bas, par exemple, il y a les Cap-Verdiens, il y a tous ceux qui viennent d'Amérique du Sud aussi, beaucoup. Et puis après, les Hollandais, il y a beaucoup d'Hollandais, il y a des Français aussi qui viennent passer leur retraite là-bas. Il fallait faire vivre toutes ces communautés ensemble. Et ils sont passés sur complètement de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire du préventif, on a commencé à éduquer les jeunes, à revoir avec eux, avec une police qui était bien plus proche des quartiers et même des quartiers résidentiels, avec des vrais échanges finalement. Et là, on voit un taux d'insécurité qui chute. Donc, il n'y a pas besoin d'ultra-violence, il n'y a pas besoin de mettre un genou sur le dos de quelqu'un quand on l'arrête, en fait. S'il a compris que ce qu'il était en train de faire, c'était pas correct, il va se laisser arrêter. Mais par contre, s'il s'est déjà fait arrêter 7 fois avant pour des raisons qui n'étaient pas correctes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tendance à vouloir fuir, en fait. Donc, c'est le climat qu'il faut changer. Si on veut, demain, il y aura toujours, il faut bien se le dire, il y aura toujours de l'insécurité, mais pas au niveau dont on est en train d'en parler aujourd'hui. Mais si on veut régler certains problèmes, il faut impérativement travailler sur l'éducation des jeunes et remettre les moyens à la justice. Oui, moi j'ai entendu l'éducation, ça me va. Je reviens, il faut travailler sur l'éducation, ça va. Dans des jeunes, oui, mais l'éducation globale. Je pense qu'il n'y a que l'éducation qui pourra sauver le monde. C'est la base, C'est la base. C'est personnel, mais... Ça va, Daz?
Mais ça va très bien, écoute, oui, 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 j'écoute attentivement Lucia, hein, parce que à chaque fois j'arrive quand le candidat ou la candidate est déjà parti ou Bah, commence à se barrer, alors là, du coup, je suis content, voilà. ah, mais j'ai une Merci de chance, m'avoir dis donc, attendu. je peux le voir. Sinon, d'habitude, pouf, t'es pas là. Moi, je dis Lucia Première ministre. Hein. Franchement. Oh non, fou. Oh, fou. Non. Oh non, non, non. Tu sais que finalement, je me dis que sur le terrain, moi, ça me plaît beaucoup d'être là. Mais à Paris, j'aurais trop peur d'être décentrée. Tu vois, la prise Pourtant, de pouvoir. il y a des premiers ministres qui se promènent après, hein, dans des endroits, et qui serrent des mains, voilà. Prennent des diètes pour aller au Je Mans. suis pas assez vieille pour ça, je crois. T'es pas assez de droite, surtout. C'est ça. Si, bah oui, bah C'est aussi. ça. Mais peut-être que quand on vieillit, on se droitise, on sait pas. Écoute, il faut attendre, hein. Et Mais par contre, c'est indiscret de te demander d'où au Portugal? De Coimbra. C'est entre Lisbonne et Porto. Ouais. Voilà. Belle région. Ah. C'est chez qui là? Il y a une ambulance C'est ou pas pas? chez moi. Ah, C'est pas chez moi. c'est chez moi, c'est Toujours comme chez d'habitude. Daz. Les pompiers, la police, les ambulances, moi j'ai toutes les sirènes de la Terre, voilà. Ça y est, il est passé. C'est Ça fait l'ambiance. des jolies lumières bleues sur les murs dans ma rue Ah, et c'est ça. c'est très, t'as l'impression d'être dans un film en fait avec des fausses lumières aux fenêtres, mais non, c'est réel, voilà. Ça me manque pas, ça. Bah, il y a quand même une petite ambiance, hein, tu sais. Ouais. Surtout que les ambulances maintenant, elles utilisent les sirènes avec les tonalités un peu comme les Américains là, donc des fois, t'as même l'impression d'être à New York. Il y a un petit truc, hein, il y a un petit truc. Mais j'avais une question, Lucia, par rapport à la peur d'être, en fait, de déconnecter de ta base. Si tu rentres à l'Assemblée, ça sera le cas. C'est quoi pour les gens qui nous ont rejoints et qui connaissent pas forcément le rythme parlementaire, sur une semaine de travail, comment ça se passe, les sessions Alors, ça dépend le calendrier parlementaire, hein. Il y a des moments où c'est impératif d'y être à l'Assemblée parce qu'il y a des choses qui vont être votées, comme par exemple au moment de la réforme des retraites, ils ont passé 2 semaines Oui. quasi entières à l'Assemblée nationale. Et puis parfois, il y a des roulements qui se font parce que c'est des sujets pas qui sont moins importants, mais il faut bien que tu puisses retourner sur ta circonscription ou finalement aller faire d'autres choses parce que quand tu as ton mandat de député, tu as des tas d'autres choses à faire que rester assis à l'Assemblée, hein. Donc, en règle générale, il faut bien se dire que tu es 4 jours sur Paris et le reste du temps sur ta circo. Mais c'est évolutif. Ça demande. Ouais. Mais ça te permet d'avoir un retour, tu vois. Moi, c'est ça que je dis. Tu as quand même un retour sur ta circonscription. Tu reviens au milieu des tiens. Tu reviens dans ton chez-toi. Tu vois. Alors que quand tu es Premier ministre et que tu passes ta vie finalement à Ouais. Matignon, à manger dans tes petits salons, à t'habiller avec tes petits costumes, les gens, ton chauffeur, je pense que déjà 5 ans, c'est long. Et que ça a quand même la possibilité de t'impacter psychologiquement et le pouvoir, ça fait tourner la tête. On le voit, oui, mais ça, on le voit ouais. tous, ça fait tourner la tête. Un mandat, c'est bien. On ne devrait jamais avoir la possibilité d'en faire 2. On ne devrait pas Ouais. pouvoir le conduire. Voilà. Si on veut des gens qui, sainement, sont en mesure de prendre le pouvoir sans le vouloir pour eux, je pense que 5 ans, c'est bien. Un mandat, c'est très bien. Ensuite, il faut laisser sa place. Il faut que ça tourne. Pour que Ouais, mais on la va politique dire que, appartienne au peuple, il faut que ça tourne, quoi. Voilà. Bah on va oui, dire mais que c'est difficile justement de s'inscrire dans le long terme et C'est que faux. si tu fais que des mandats courts, bah, du C'est coup, tu vas viser tu vas viser la vision à court terme. Tu vas pas engager ton gouvernement sur des réformes qui vont prendre 30 ans parce que tu seras pas là pour les voir et que ça n'a aucun intérêt électoral pour toi, etc., etc. Exactement, tu viens de le dire, ça n'a aucun intérêt électoral pour toi. Mais normalement, on Mhm. devrait y être pas pour un Mhm. intérêt électoral, Je on suis devrait y complètement être d'accord. pour un intérêt de la nation. Mhm. Donc finalement, que ce soit 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, si tu y es pour l'intérêt de la nation, au moment où tu prends ton mandat, tu t'intéresses à ce qui a été fait avant et tu retransformes ou tu remodules ou tu appuies quelque chose qui pour toi a du sens. Il n'y a pas besoin d'être là pendant 10 ans pour le faire, tu vois, mais c'est où tu places ton curseur. Est-ce que toi, tu veux un poste justement en disant électoralement, c'est plutôt pas mal, il faudrait que je vote ça. Et là, bah oui, parce qu'il y a un autre mandat derrière qui va être brigué. Mais si c'était interdit,
les gens finalement finiraient par voter pour un projet de loi ou pour un décret que parce qu'il a du sens et des valeurs, et pas seulement en se disant ouais, mon électorat, est-ce que ça va lui plaire, parce que là, la fois prochaine, il faut que je repasse. Ça changerait, ça aussi, finalement, le vote à l'Assemblée. L'impact du vote. Même s'il y a une loi de non-cumul des mandats, ça dépend quel mandat. On a encore des députés qui sont conseillers régionaux ou conseillers départementaux. Et ça aussi, je pense qu'on a assez de gens, assez de militants, assez de gens qui s'intéressent à la politique pour pouvoir présenter des candidats différents et pas toujours les mêmes têtes, quelles que soient les instances, les institutions où il faut que ça il y a des tourne. élections. Il faut que ça tourne parce que sinon on aura toujours la personnification de la politique où finalement on attend d'un homme ou d'une femme qu'elle sauve la France, alors qu'en fait c'est à nous de le faire. C'est un collectif qui va sortir le pays de la galère dans laquelle on est aujourd'hui, de ce chaos social. C'est pas une personne qui peut nous sauver, il faut qu'on arrête cette personnification. Et le seul moyen, c'est faut faire tourner. Les mandats, il faut les faire tourner. Comme tu disais, les cumuls, il faut plus en avoir. Il faut qu'il n'y ait plus une tête qui puisse sortir du lot, comme par exemple Monsieur Ciotti, voilà, on le voit, on voit sa tête, on sait qui il est. Ça fait des années qu'il aurait dû rebasculer dans la vie normale, finalement, cet homme. Mais il n'a jamais été dedans, lui. Ah bah, il c'est fallait le problème. Non, mais c'est le problème de ces gens qui sont justement politiciens de carrière, c'est qu'en fait, Éric Ciotti n'a, il me semble, jamais travaillé dans la société civile. Il a toujours eu un mandat, un siège, un truc. Attal non plus, si c'est ce que j'allais dire. Gabriel Attal non plus. Attal, il est dans la trentaine, tu vois. Et Bardella, c'est le même. Bardella, il est même pas dans la trentaine. Donc, ouais, mais c'est ça que je trouve incroyable, c'est le niveau de déconnexion. Après, quand tu vois qu'ils ont placé Attal comme ministre de l'Éducation nationale, alors que le mec n'avait jamais été à l'école publique. Je veux dire, à partir de là, tu sens. Pour moi, ça a vraiment été un crachat à la gueule, tu vois. Pour moi, ça a été le moment où j'ai dit, OK, en fait, ils en ont vraiment rien à foutre. Mais non seulement ils en ont rien à foutre, mais en plus, ils nous prennent vraiment pour des cons, là. C'est indéniable. Et effectivement, je ne comprends pas à quel moment dans les sphères du pouvoir, comme ça, les gens peuvent se dire, ça va passer. On va mettre un gars qui a jamais foutu les pieds dans une école publique, on va le mettre ministre de l'Éducation et ça va passer, vous inquiétez pas. Je ne comprends pas. Ils ont mis Oudéa Castéra juste à la suite, quoi. Ouais. Voilà. Je pense qu'ils allaient chercher Oudéa Castéra, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Non, par contre, par rapport à ce que tu disais, Lucia, c'est moi je me mets dans la peau de députés de l'opposition qui se sont pris 50 mandats Macron en majorité absolue. Et je me dis, mais quand même, genre, tu fais 50 ça. Derrière, tu as peut-être envie quand même tu vois, on t'entend plus. Ouais. Tu m'as entendu ou pas? On l'a perdu. Ah non. Non, ouais, mais je sais, ça. Là, on n'a pas entendu la fin de la phrase. En fait, je me mettais dans la peau d'un député de l'opposition, de se taper 50 mandats en Macron en majorité absolue. Et derrière, mais tu dois trop avoir envie de faire entendre ta voix, parce que en majorité absolue, enfin là, les 5 premières années de sa mandature, il n'y a rien qui est passé au niveau de l'opposition, il y avait zéro compromis, il y avait pas moyen de se faire entendre. Donc je me dis, ça doit être méga frustrant de ne pas pouvoir faire un deuxième mandat. Tu vois. Après, je comprends ce que tu dis, vraiment. Moi, je valide parce qu'il y a plein de métiers où ça devrait être le cas, mais ça doit être super frustrant aussi, quoi. Alors, mais c'est frustrant, mais en même temps, tu as mis ta pierre à l'édifice. Ils nous ont... Ceux qui étaient en 2017, finalement, le petit noyau qui a dû crier très fort pour pouvoir se faire entendre, rien n'est passé ou autre. C'est eux qui ont finalement ouvert la voie. Et c'est cette force-là, il faut qu'ils repartent avec cette force-là, en disant on laisse la place aux autres, derrière, allez-y. Il n'y a pas de petit combat. Je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à faire passer un texte de loi ou un décret ou un amendement qu'on n'a pas réussi notre mandature. C'est de faire avancer et distiller les idées dans la tête des gens, comme quoi il y a une alternative finalement à ce qui est en train de se passer. Il y a une possibilité. On crie fort, ça passe pas.
mais on pourrait réussir à le faire passer si on était tous ensemble. Et même, moi, je ne vois pas une frustration. Moi, finalement, je me dis, si j'y étais là pendant 5 ans et qu'on sort de ces 5 ans et on n'a rien réussi à faire parce qu'il y avait le RN en face, je me dis aux autres, en fait, allez, on y va. Il faut du sang frais et d'autres personnes qui vont arriver avec d'autres idées, avec d'autres façons de faire et qui vont peut-être mieux fonctionner finalement que les miennes. Voilà, moi, je pars de l'idée que l'intelligence collective, c'est ça qui nous fait avancer. Et justement, si moi, je suis élue sur un programme et que quand j'arrive à l'Assemblée, je ne respecte pas ce programme, j'essaye de m'acoquiner, je fais des petites voix avec les uns et les autres, on devrait avoir le mandat révocatoire. C'est-à-dire, je ne respecte pas ce pourquoi j'ai été élue, je m'en vais. On me demande de m'en aller et je suis obligée de m'en aller. Et ça, pour moi, ça fait partie des choses qui sont aussi hyper importantes et qui redonneraient goût finalement aux gens, à la politique, à aller voter. Voilà, j'ai voté pour quelqu'un, finalement, il me trahit, eh ben, je sais qu'il va dégager. Voilà. Il n'y a pas de impunité, il va rester pendant 5 ans et je vais voir sa tête à la télé alors qu'en fait, il m'a craché dessus, quoi, tout simplement. Et à chaque fois que j'allume la télé, je le vois. C'est difficile. Donc, la frustration, je la comprends. Mais quand on est dans un mouvement politique comme le nôtre, ce qui prime, c'est le collectif. Donc, on ne peut plus penser à soi personnellement. J'aurais voulu que ça, super, j'aurais. Mais en fait, le collectif va faire mieux. Et c'est ça, il faut le porter, le collectif. Et le mandat révocatoire, alors là, j'avoue, je ne sais pas si c'est dans le programme. Par contre, je sais que c'était une revendication des Gilets jaunes à l'époque. Et c'est dans le programme. Alors, c'est pas dans les mesures du Front populaire. En tout cas, elles n'ont pas été écrites parce que c'était pas quelque chose qui était nécessaire dans l'urgence. On n'avait pas besoin de débattre là-dessus et de perdre du temps. On n'avait vraiment que quelques heures pour se mettre d'accord sur ce fameux programme. Donc, ça n'en a pas fait partie. Mais c'est vrai qu'au sein de mon mouvement, la France Insoumise, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Je me souviens, la candidate qui s'était présentée en 2017, là, sur ma circonscription, lors du débat Nice Matin, c'était la première chose qu'elle avait dit aux députés sortants, que c'était quasi obligatoire qu'il y ait ce fameux mandat révocatoire, parce que sinon, les citoyens allaient finalement se dire que c'était plus la peine d'aller voter puisqu'on pouvait nous mentir et puis c'est très facile de mentir aux gens finalement. Et qui nous dit que réellement ça va être appliqué derrière puisqu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de possibilité de dire c'est un menteur, il s'en va. Mais ça fait partie en tout cas de tout le côté la France Insoumise et il y en a beaucoup finalement dans ces valeurs de gauche qui se disent ça, il faut vraiment que ça soit mis en place. Et nous, dans la 6e République, dans ce qu'on veut, c'est la fin de cette 5e République et enfin cette 6e République, le mandat révocatoire, il est dedans. Voilà, s'il y en a qui veulent aller creuser ce qui s'était passé en 2022, le fameux petit dossier 6e République au moment des présidentielles, vous l'avez en fait, c'est clair. Nous, ce qu'on veut dedans, c'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est le mandat révocatoire. Il faut à tout prix que les gens comprennent que la politique, c'est à eux. C'est plus l'école avec la petite cravate, le nœud pape. Non, la politique, c'est nous, en fait. C'est nous qui faisons la politique du pays. Et on leur a laissé les clés. C'est complètement dingue. Ça, c'est des arguments que tu utilises justement en porte-à-porte parce qu'on parlait des abstentionnistes. Du coup, c'est des arguments que tu emploies pour amener les gens à revenir dans les urnes, quoi. Souvent, la première question qu'on leur pose, nous, quand on arrive sur le porte-à-porte ou autre, déjà on leur dit il faut aller voter le 30 juin. Et quand ils nous regardent, ils disent oh là là, moi je vote plus depuis très longtemps. C'est là où on engage la discussion. Qu'est-ce qui vous amène ? Non, je ne veux pas parler. Justement, c'est intéressant pour nous. Moi, on s'est déplacé et l'intérêt pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à ne pas avoir envie d'aller voter. Et c'est là où on engage la discussion. Donc finalement, les arguments, ils sont toujours propres à la personne qu'on a en face de nous. Et si tu fais de la politique, justement, tout à l'heure, vous disiez humain, est-ce que ce sont des candidats humains ? Si tu fais de la politique vraiment parce que tu crois en tes valeurs, tu n'as pas besoin de connaître le programme par cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir un fil conducteur pour te dire quand je vais faire le porte-à-porte, il faut que je dise ça pour convaincre les gens. Tu as juste à les écouter et à te dire mais c'est quoi leur peur ? Je réponds à leur peur en fait. Non, moi aussi j'étais comme vous. Moi aussi je ne voulais plus aller voter parce que justement j'étais complètement déçue de la politique de gauche et je me disais ça ne servait plus à rien. Et j'ai eu un réveil de conscience citoyenne parce que je me suis dit on ne peut pas laisser le pays finir comme ça. Moi j'ai des enfants, je ne voulais pas leur laisser la France pour moi. La nation française avec liberté, égalité, fraternité, c'est des vraies valeurs, ça a un sens en fait.
Et je voulais que mes enfants puissent vivre dans un pays où ces valeurs-là, elles rayonnent. Et plus la fraternité, on peut se faire enfermer comme Cédric Héroux. L'égalité, c'est l'égalité si on est français, mais pas si on ne l'est pas. Et en porte-à-porte, ça vient tout seul. Voilà, il y a un échange qui se fait. Et même les militants, on ne leur demande pas forcément d'apprendre un argumentaire par cœur. On leur demande d'écouter les gens et de répondre à leurs peurs. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et quand bien même, il y a des gens qu'on avait croisés en 2022 et qui n'ont pas voté pour moi en 2022 et qui là, du coup, vont voter en 2024. Et on les recroise, on retoque à la même porte, ils nous reconnaissent et ils nous le disent. On n'a pas voté pour vous en 2022. Et je souris, je dis, c'est que vous n'étiez pas encore décidé ou que c'était pas vos valeurs et vos convictions, je respecte. Et ils ont dit non, c'est juste qu'on n'avait pas pris la mesure réelle de l'urgence et du fait que les macronistes, encore ces années supplémentaires, là, ces 2 dernières années, la casse sociale a tellement été énorme que maintenant, même les classes moyennes tirent la langue. Donc, oui. Oui, elle trinque aussi, surtout. Donc ça change, hein, ça change. Mais on fait pas de... Il n'y a pas de propagande de porte-à-porte. C'est des humains qui parlent à des humains, en fait. Voilà, on essaye de répondre à leurs peurs. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, on passe à la porte suivante. Je réagis